Nous sommes fin 2017 et une rumeur se répand dans la petite ville de Key West au sud de la Floride, aux États-Unis. Paula Belmont, 53 ans, connue localement pour son business florissant de vente de crack, cacherait dans sa maisonnette qui ressemble à une cabane dans les arbres une grosse somme d'argent. La rumeur enfle tant que le 17 novembre 2017, un petit peu après 20h, deux hommes gantés, masqués, armés d'un couteau et d'une matraque, débarquent dans la cabane. Ils menacent Paula et Todd O'Quinn, un de ses amis, venu lui rendre visite. Ils réclament l'argent que dissimulerait Paula. Elle finit par leur donner tout ce qu'elle a, mais non sans bruit. Elle hurle, elle se débat, tant et si bien qu'un de ses voisins, Matthew Bonnet, se précipite pour lui venir en aide et se battre contre les deux intrus qui sont désormais en train de s'enfuir. Malheureusement, au cours de cette altercation, Matthew va recevoir 5 coups de couteau qui lui seront fatals. Les deux hommes parviennent à s'enfuir en emportant l'argent et la drogue, laissant derrière eux le corps inerte de Matthew et une Paula traumatisée, blessée par un coup de couteau au niveau de la gorge. Mais qui sont ces intrus ? Est-ce que ce sont de simples voleurs qui ont entendu parler de l'argent que cacherait Paula ? Ou est-ce que ce sont des hommes de main d'Anatea Clay, a.k.a. April, chef bien connu d'un trafic de drogue local, à qui, a priori, Paula devait de l'argent ? Très vite, Paula est capable d'identifier un des deux hommes qui l'a attaqué malgré le port du masque, parce qu'elle le connaît, et elle a reconnu sa voix et sa démarche. Elle est formelle, il s'agit de Robert Rory Hank Wilson, connu dans le coin sous le nom de Detroit. Le lendemain de cet événement et du décès tragique de Matthew Bonnet, la police retrouve dans un jardin situé pas très loin de la cabane un couteau plein de sang. Après analyse, il s'agit bien du sang de Matthew Bonnet et plusieurs autres ADN sont présents, dont celui de Paula. Mais un seul ADN étranger est en quantité suffisante pour être identifié et c'est effectivement celui de Rory Wilson. L'homme va être arrêté et sera condamné à la prison à vie en décembre 2022. En parallèle, la police remonte la piste de John Travis Johnson, le chauffeur de Rory Wilson et de son complice, lors de l'attaque contre Paula. Il n'a pas directement participé au cambriolage, il les attendait en fait dans la rue, dans une voiture, et était prêt à les récupérer et à filer tel le vent une fois l'attaque terminée. La police se démène désormais pour identifier le troisième homme, le second attaquant, mais il n'y a aucune preuve, aucun indice qui permet de l'identifier. Jusqu'à ce que tout à coup, la police arrête un homme. Il s'appelle Franklin Tyrone Tucker et il clame son innocence. Mensonges, complots, flics corrompus, indiques véreux, crossfit et millions de dollars, les rebondissements vont s'enchaîner dans cette histoire qui ressemble tellement à un film que ça va probablement en devenir un, jusqu'au procès de Franklin Tucker qui s'est déroulé en janvier 2024 et au cours duquel il a choisi de se représenter lui-même. C'est toute cette histoire complètement dingue, connue aux États-Unis sous le nom de The Treehouse Murder, que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, entrez, installez-vous bien confortablement sur le banc des jurés, attrapez votre petit marteau, et oui, il peut être imaginaire, et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Avant de rentrer dans le procès, il faut déjà que je vous raconte ce qui s'est passé entre 2017 et 2024, parce qu'il y a eu 1000 dingueries, vous allez mais halluciner. Donc je vais reprendre l'histoire depuis le début. Le 17 novembre 2017, le soir de l'incident, la première personne qui arrive sur les lieux du crime, c'est une adjointe du shérif qui s'appelle Jenna Muller, et elle arrive un petit peu après 20h, elle découvre malheureusement le corps de Matthew Bonnet, et puis elle entend Paula qui hurle à l'étage, elle la trouve blessée et elle appelle les secours. Paula va être assez rapidement soignée et renvoyée chez elle, et malheureusement pour Matthew Bonnet, il n'y a plus rien à faire, il est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital, il avait 59 ans. L'enquête à ce moment-là, et c'est important, elle est menée par la capitaine du bureau du shérif qui s'appelle Penny Phelps, et elle est secondée par plusieurs détectives, dont un qui s'appelle Matthew Pitcher. Je vous l'ai dit, dès le soir même, Paula va identifier à la voix et à la démarche un de ses attaquants comme étant Rory Wilson. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de preuves contre lui, et puis la police va aller voir April Walker, qui est la petite amie de Rory, qui est enceinte,
et qui va leur dire « Écoutez, c'est impossible, il a absolument pas fait ça, il était avec moi toute la soirée, je vais vous dire, on a même fait des spaghettis. » Donc si ça, c'est pas un alibi en béton. Et puis il y a cette histoire de couteau qui est retrouvé, l'ADN place très clairement Rory Wilson sur les lieux du crime, et il est arrêté. À partir de ce moment-là, la police va commencer à regarder l'entourage de Rory Wilson pour essayer de trouver ses complices. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Rory Wilson, comme vous allez le voir, la plupart des gens dans cette histoire, est SDF et il habite dans une sorte de squat, une espèce de maison dans laquelle ils sont, je sais pas combien, mais pas mal de gens à squatter. En parallèle, la police récupère des images de surveillance autour de la cabane de Paula et il repère la voiture de John Travis Johnson. John Travis Johnson qui vit dans le même squat que Rory Wilson. Bon, ça paraît assez évident de faire un lien en se disant « Ok, si Rory a participé à cette attaque, que un de ses colocs était présent, a priori, il a participé aussi. » Du coup, la police se dit « Ok, Rory Wilson, c'était un des attaquants. John Travis Johnson, il était probablement juste le chauffeur. Donc, il nous manque un attaquant. » Et ils vont regarder tous les gens qui vivent dans le même squat. En se baladant un petit peu sur les réseaux sociaux, ils vont tomber sur Facebook sur cette photo de Franklin Tucker. Je vous rappelle qu'on est mi-novembre, quelques semaines avant c'était Halloween, et cette photo, c'est tout simplement le déguisement que portait Franklin Tucker au moment d'Halloween. Le couteau est un couteau en plastique, donc a priori ça a quand même pas grand chose à voir avec notre histoire, mais la police va se dire « Hop hop hop, petite capuche, petit couteau, ça lui va bien, on le voit bien dans le rôle d'un autre attaquant, c'est probablement lui ». Les policiers vont donc commencer à regarder un petit peu les déplacements de Franklin Tucker, et ils se rendent compte que 2 jours après l'attaque, il s'est rendu dans un magasin de téléphonie tout simplement pour payer sa facture, et Rory Wilson, avec qui il vivait, ou en tout cas partageait un squat, l'a accompagné pour payer cette facture. Voilà, la police se dit, ils fréquentent Wilson, ils vivent dans le même squat, la photo d'Halloween, on le voit bien dans le même rôle, c'est lui. Au départ, pour justifier cette arrestation, la police va aussi dire qu'ils ont des images de caméras de surveillance sur lesquelles on voit Wilson et Tucker en train de s'enfuir le soir de l'agression. Sauf que, oui, effectivement, il y a des images qui sont prises de très très loin, sur lesquelles on voit 2 formes, 2 personnes qui sont habillées en noir, et c'est tout en fait, c'est absolument impossible d'identifier qui que ce soit sur ces images, que ce soit Wilson ou Tucker. Peu importe, ça permet à la police d'envoyer Tucker directement en prison. On est clairement dans le cadre d'une arrestation qui est abusive puisqu'il n'y a aucune preuve contre Franklin Tucker à ce stade, mais je vous l'ai dit, Tucker, comme la plupart des autres protagonistes de cette histoire, est SDF à ce moment-là. Il n'a pas de connaissances en droit et il n'a pas les moyens de se défendre, donc il peut rien y faire et il se retrouve en prison comme ça. Mais pour le garder en prison, il va quand même falloir qu'à un moment donné, la police fournisse des preuves. Donc ils vont aller voir les victimes, Paula et Todd, en leur disant « écoutez, voilà, on a arrêté le 2e attaquant, c'est Franklin Tucker. » Problème, Paula et Todd connaissent très bien Franklin Tucker, et ils vont dire « non, c'est pas lui. Non, on n'a pas reconnu sa voix, et puis au niveau de la corpulence et tout, ça correspond pas du tout au 2e attaquant, hein, c'est pas lui. » Et vu que Paula Belmont, elle a été capable de reconnaître Rory Wilson juste à sa voix et à sa démarche, on peut quand même se dire qu'a priori, elle sait ce qu'elle raconte et que si elle n'a pas reconnu la voix de Tucker, c'est que c'est probablement pas lui. C'est pas ce que va se dire la police. Et il y a un compte à rebours qui est lancé pour les forces de l'ordre, mais aussi pour la procureure en charge du dossier, qui s'appelle Colin Dunn, parce qu'il y a une audience préliminaire qui arrive à grands pas, au cours de laquelle va être débattue la possibilité d'une caution, et donc d'une libération conditionnelle, pour Franklin Tucker. Et au vu des éléments qu'ils ont jusque-là, Franklin Tucker va probablement pouvoir sortir. À ce moment-là, la police reçoit le rapport d'autopsie qui a été fait par le légiste sur le corps de Matthew Bonnett et ça va peut-être les aider. Ce que dit ce rapport, c'est que Matthew Bonnett a été poignardé par quelqu'un qui a priori était gaucher. Et qui est-ce qui est gaucher ? Pas Franklin Tucker. Rory Wilson, par contre, oui, lui il est gaucher. À ce moment-là, pour la police et la procureure, c'est la merde, parce que non seulement ils ont rien contre Franklin Tucker, mais en plus que ce soit les preuves matérielles ou les témoignages des victimes, ils ont plutôt des éléments qui l'innocentent. Et il y a cette audience qui approche, qui arrive à grands pas. Par chance, c'est à ce moment-là que va se manifester un homme qui s'appelle Naïm Jackson. Qui est-il ? C'est le codétenu de Franklin Tucker. Et figurez-vous que Franklin lui a avoué
le meurtre de Matthew Bonnet. Et il est même allé plus loin selon Jackson, il lui a dit « J'ai fait exprès de poignarder cet homme en utilisant ma main gauche pour pouvoir incriminer Rory Wilson ». Et pourquoi est-ce que Naïm Jackson tient à partager cette confession à la police? Est-ce qu'il veut un deal? Est-ce qu'il veut quelque chose? Non, pas du tout. Lui, c'est juste un citoyen concerné qui est profondément choqué par cette confession, d'autant que Franklin Tucker n'a aucun remords, et c'est ça qui l'a particulièrement choqué, et il s'est dit « Oula, moi je veux rapporter cette information ». Et c'est ce que va raconter la procureure Colin Dunn au juge lors de l'audience préliminaire. On a un témoin, monsieur le juge, qui est extrêmement crédible, qui est fiable. On ne sait pas qui c'est, on ne le connaît pas, c'est vraiment quelqu'un de complètement lambda, qui n'a rien à retirer de ce témoignage, donc son témoignage est hyper crédible. Et le juge va entendre ça et dire « Bon bah ok, très bien ». Et il va refuser la caution à Franklin Tucker, qui va donc rester en prison. Pour la police et l'accusation, voici ce qui s'est passé ce soir du 17 novembre 2017. Ça fait plusieurs jours à ce moment-là que Wilson, Tucker et Johnson font la grosse teuf à base de drogue et d'alcool. Et bon bah à force, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de drogue, il n'y a plus d'alcool et il n'y a plus d'argent pour en racheter. Ils savent que Paula vend de la drogue et ils entendent cette rumeur selon laquelle elle cacherait une grosse somme d'argent. Donc ils se disent « Bingo, on va aller la braquer avec des armes, comme ça on chope de la thune ». On chope de la drogue et on va pouvoir continuer à faire la fête. Le rôle de Johnson dans toute cette histoire est finalement assez minime. Lui, il a simplement conduit les deux hommes jusque devant la cabane et il les a attendus dans la rue. Wilson et Tucker sont montés, c'est Tucker qui a le couteau, c'est lui qui agresse Paula en lui entaillant le cou. Ils redescendent pour retourner à la voiture, croisent le chemin de Matthew Bonnet qui est venu aider Paula. Tucker, Malinx le lynx, change le couteau de main pour le mettre dans sa main gauche en se disant que comme ça il va incriminer Wilson. Il poignarde Matthew Bonnet à 5 reprises, puis les deux hommes s'en vont, sauf qu'entre-temps Johnson a entendu quelqu'un appeler à l'aide et dire qu'il fallait appeler la police. Il a pris peur, il s'est tiré avec sa caisse et les deux attaquants sont obligés de rentrer à pied, ce qui n'est pas vraiment un souci puisqu'en fait entre le squat dans lequel ils habitent et la cabane où est Paula, il y a à peu près 200-250 mètres, donc c'est vraiment juste à côté. Franklin Tucker serait donc le gros méchant de toute cette histoire. Manque de bol, c'est le seul contre qui ils n'ont pas de preuves. La police va donc s'atteler à chercher des preuves, et au fur et à mesure des entretiens qu'ils vont mener, ils vont finir par récolter 3 témoignages. Le premier, c'est celui d'April Walker, la petite amie de Rory Wilson, qui déclare que le soir du meurtre, elle a vu Franklin Tucker se débarrasser de vêtements pleins de sang. Le second témoignage, c'est celui de Rory Wilson, qui désigne Franklin Tucker comme étant bel et bien son complice et celui qui tenait le couteau. Et le troisième, c'est celui de John Travis Johnson, qui confirme qu'effectivement le deuxième attaquant était bien Franklin Tucker. Avec ces 3 témoignages, le dossier semble un petit peu plus solide et tout semble enfin rentrer dans l'ordre pour la police. Mais ça va pas durer très longtemps. Parce que depuis la prison, Tucker a pris des avocats, je vais vous expliquer après comment il les a payés, et ces avocats, ils ont commencé à creuser. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments vraiment chelous dans cette histoire. Et le premier truc qui va alerter les avocats de Tucker, c'est cette histoire de codétenu qui témoigne là. C'est quand même étonnant que le mec sorte une confession que par ailleurs Franklin Tucker a toujours nié avoir faite, pile au moment où l'accusation en avait besoin. Donc les avocats de Tucker vont commencer à regarder les visites en prison et les mouvements des prisonniers. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Eh bien que le capitaine Phelps et le détective Pitcher ont rendu visite à Naïm Jackson avant qu'il soit le codétenu de Tucker. D'ailleurs, au départ, Naïm Jackson n'était absolument pas le codétenu de Tucker. Il a été bougé d'abord pour être avec Rory Wilson, puis pour être avec Franklin Tucker. C'est étonnant quand même, non? Les avocats vont donc continuer à creuser et ils vont s'apercevoir que ce fameux Naïm Jackson, c'est en fait un informateur confidentiel pour la police depuis 2011 et qu'il était sous contrat d'informateur au moment où il a témoigné contre Tucker et où il a rapporté cette prétendue confession. Ça veut dire que Naïm Jackson était payé par la police en tant qu'informateur pour toutes les informations qu'il rapporterait. On est donc très loin du citoyen lambda et concerné qu'a présenté Colin Dunn au juge. Et ça, c'est très grave parce que ça veut dire qu'elle a menti et qu'elle a donné de fausses informations au juge pour qu'il aille dans le sens de ce qu'elle demandait elle. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'après la prétendue confession de Tucker rapportée par Jackson, son dossier a été transféré à Colin Dunn, qui gère donc aussi le dossier de Tucker, et qui a décidé,
soudainement, d'abandonner toutes les charges qui pesaient contre Naeem Jackson. 15 jours après avoir témoigné contre Tucker, Jackson est libéré de prison. En se basant sur tous ces éléments, les avocats de Franklin Tucker vont pouvoir demander une nouvelle audience pour réviser cette histoire de caution pour Franklin Tucker. Ils vont l'obtenir en novembre 2019, ça fait donc à ce moment-là 2 ans que Franklin Tucker est incarcéré. Pendant cette audition, le juge va faire ce que font la plupart des juges quand ils veulent satisfaire les deux parties, c'est-à-dire qu'il va dire « ok pour la caution », comme ça la défense est contente, mais on va mettre une somme qui est très élevée, bien trop élevée pour l'accusé, comme ça on sait qu'en fait il va rester en prison, et du coup l'accusation est contente, tout le monde est content, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il va donc fixer cette caution pour Franklin Tucker, qui je le rappelle est SDF, à 2 millions de dollars. Mais ce que la cour ne sait pas, c'est que pendant ces 2 ans de prison, Franklin Tucker a renoué avec son amour de lycée, une certaine Lauren Jenai. Elle a vu passer dans un post Facebook le fait que Franklin avait été incarcéré, elle l'a donc recontacté, ils ont échangé, elle a regardé son dossier, elle lui a dit « mais oui, y a rien, c'est un scandale, écoute, je te crois, tu es innocent, je vais t'aider et je vais te soutenir ». Et puis la magie a réopéré et ils sont retombés amoureux. C'est à nouveau la folle passion entre Franklin et Lauren. Et Lauren, c'est la co-créatrice du CrossFit, cette discipline sportive qui est présente dans énormément de salles de sport dans le monde et qui est aussi une marque déposée. Lauren est multimillionnaire. C'est donc elle qui paye les avocats de Tucker. Et quand le juge annonce le montant de la caution, elle s'est levée telle une reine dans le tribunal en disant grosso modo « c'est combien la caution ? 2 millions ? Pff, allez hop là, tenez, faites sortir mon cum, on a autre chose à foutre, on a prévu de se marier, ok ? Merci, allez à plus ». À partir de novembre 2019, Tucker est donc en liberté conditionnelle. La procureure Colin Dunn, qui avait menti au juge au sujet de Naeem Jackson, le codétenu de Franklin Tucker, a été poursuivie pour violation à l'éthique dans le cadre d'une autre affaire de meurtre. Elle a dû démissionner de ses fonctions et depuis, elle a été interdite de pratiquer le droit par la Cour suprême de Floride. Puisqu'elle était aussi en charge du dossier de l'affaire de Franklin Tucker, un nouveau procureur va être nommé et il va faire une proposition, il va proposer un deal à Franklin Tucker qui, à mon avis, n'arrive pas très souvent dans le système judiciaire américain. Écoutez bien ce qu'il lui propose. Il lui dit « Franklin, si tu plaides coupable pour les charges dont on t'accuse, on va considérer que les 2 ans que tu as passés en prison, ça correspond à ta peine, il n'y aura pas de procès et tu es libre de partir. » Et ce deal en or, Franklin Tucker va le refuser, il est innocent et il est hors de question qu'il plaide coupable pour un truc qu'il n'a pas fait. Et le fait que le procureur propose un deal aussi intéressant à Tucker, ce que ça dit à ses avocats, c'est que le dossier de l'accusation, il doit pas être très solide quand même parce qu'ils ont visiblement aucune envie d'aller au procès. Donc ça va les encourager à creuser et à se pencher sur cette histoire-là des 3 témoignages qui désignent Tucker comme le second attaquant. Parce que ces témoignages, ils sont quand même un peu bizarres, ils sont venus assez tardivement dans toute cette histoire. Et puis je rappelle que les 2 victimes, Paula et Todd, continuent de dire que pour eux, c'est pas Tucker qui les a attaqués. Et puis l'autre chose qui est un peu étrange dans ce dossier, c'est que Paula, en plus de dire que c'est pas Tucker son attaquant, elle est formelle, contrairement à ce que dit la police, c'est Wilson qui tenait le couteau et c'est lui qui l'a blessé. Les avocats de Tucker vont donc regarder les vidéos des entretiens entre la police et ces fameux témoins. Et ils vont se rendre compte que le capitaine Penny Phelps, elle donne quand même beaucoup d'éléments, elle encourage une certaine version et elle raconte beaucoup de choses aux suspects avant de les laisser raconter leur version. Le premier témoignage, c'est celui d'April Walker, qui est donc la petite amie de Rory Wilson. April ne pouvait pas blairer Tucker. Voilà, elle le dit à qui veut l'entendre. Elle a menti sur l'alibi de son compagnon pour le couvrir et essayer de faire en sorte qu'il soit pas inquiété. Si vraiment elle avait vu Franklin Tucker enlever des vêtements pleins de sang le soir des meurtres, ça aurait eu beaucoup plus de sens qu'elle envoie la police sur cette piste-là. Ça aurait mis son compagnon un petit peu hors de cause. Ça avait beaucoup plus de sens que d'inventer cette espèce d'histoire de spaghetti-là. Donc franchement, son témoignage y paraît déjà très peu crédible. Et en parlant de Rory Wilson, les avocats de Tucker vont regarder son entretien avec la police. Et ce qu'on y voit, c'est que dès le départ, le capitaine Phelps va lui dire « Écoute Rory, t'es un homme bon. Je le sais, tu le sais. En vrai de vrai, t'es innocent. Le fond de cette histoire, c'est quoi ?
c'est que Tucker t'a piégé. C'est lui le vrai méchant dans tout ça. Tu devrais pas être là, toi. Il y a ta compagne qui s'apprête à accoucher. Tu devrais être auprès d'elle, prêt à assister à la naissance de ton fils qui va arriver d'une minute à l'autre. Tu devrais pas être là, Rory. Et elle va sous-entendre comme ça que si Rory Wilson dénonce Tucker, il va pouvoir sortir. Ce qui est totalement faux, puisqu'au départ, Wilson, Johnson et Tucker sont tous les trois poursuivis pour des charges de meurtre, donc même s'il y a un deal qui est conclu, il va pas sortir dans la foulée, Rory Wilson. Mais elle va le sous-entendre et appuyer son propos régulièrement. Et au départ, ce que lui répond Rory Wilson, c'est « je sais pas quoi vous dire, je vais quand même pas inventer une histoire ». Et elle réinsiste, elle en remet une couche, jusqu'à ce que Rory Wilson lui dise ceci. Je peux rentrer chez moi si je dis juste « Oui, Tyrone l'a fait ». Cut. 3 minutes s'écoulent, l'enregistrement reprend après ce laps de temps sur un Wilson qui soudainement dit que oui, c'est bien Tucker qui l'a fait, c'était bien lui le deuxième attaquant et c'est bien lui qui tenait le couteau. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 minutes? Pourquoi il manque 3 minutes? Où est-ce qu'elles sont, ces 3 minutes? Personne ne le sait et parmi les détectives qui étaient présents lors de cet entretien, écoutez, personne ne se souvient de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça fait donc 2 témoignages sur 3 qui sont franchement peu crédibles. Qu'en est-il du témoignage de John Travis Johnson? Les avocats de Tucker vont regarder son entretien avec la police et ce qu'on y voit, c'est que dès qu'elle rentre dans la pièce, le capitaine Phelps, direct, sans aucun contexte, sans rien comme ça, lui balance « Je suis très contrarié ». Parce que Tucker vient de menacer de tuer April Walker et son bébé. Ce qui a priori est faux, en tout cas Franklin Tucker a toujours nié ça, et sachant qu'il y a quand même beaucoup de caméras dans les commissariats, s'il y avait eu une preuve quelconque que Tucker avait dit ça, la police l'aurait utilisé contre lui. Donc a priori, c'est une technique d'interrogatoire pour le monter directement contre Tucker. Et puis le capitaine Phelps va tenir à Travis Johnson à peu près le même discours que celui qu'elle a tenu à Rory Wilson, à savoir, elle va lui dire « Je sais que tu es un homme bon, on sait bien que c'est Tucker, le vrai grand méchant de cette histoire, toi tu faisais que conduire, en vrai c'est rien, c'est pas grave, tu devrais pas être là, tu devrais pas être poursuivi aussi pour un meurtre que tu n'as pas commis, un cambriolage auquel t'as même pas vraiment participé, c'est pas juste ce qui t'arrive en vrai, c'est même dégueulasse. » Et puis elle va lui dérouler toute l'histoire, toute la version de la police, en lui disant « je sais ce qui s'est passé, tu conduisais, tu les as emmenés là, etc. etc. » avec pas mal de détails. En fait, elle lui raconte totalement ce qu'elle pense qui s'est passé avant même que Travis Johnson ait pu dire quoi que ce soit. Et quand elle a fini son récit, elle lui dit « Voilà, maintenant raconte-moi ta version à toi. » Et Travis Johnson, en réalité, il a plus qu'à valider ce qu'elle vient de lui dire, et il répond simplement « c'est comme vous venez de dire, voilà, tout pareil. » Formidable. Pourtant, 5 jours après l'attaque dans la cabane de Paula et le meurtre de Matthew Bonnet, la police avait retrouvé le sac à dos de Paula qui avait été volé à cette occasion, caché chez Travis Johnson dans un conduit d'aération. Il ne sera jamais inquiété à ce sujet. Et puis la police va proposer un deal à John Travis Johnson, qui à ce moment-là est aussi poursuivi pour des charges de meurtre, donc il risque la prison à vie. Et ils vont lui dire, écoute, si tu témoignes contre Wilson et contre Tucker, on va réduire tes charges, et au lieu de la prison à vie, on te propose 5 ans de liberté conditionnelle. Ça veut dire qu'à la seconde où il signe ce deal, Travis Johnson est libre. Alors bien sûr, il a des obligations pendant les 5 ans à venir, notamment il doit rencontrer régulièrement un officier, mais concrètement, il peut reprendre une vie normale. À votre avis, que va faire John Travis Johnson? Évidemment, il accepte de signer ce deal qui va d'ailleurs s'améliorer au fur et à mesure de cette affaire, puisque au final, il sera libre à partir du moment où il aura témoigné contre Franklin Tucker, donc il va même pas faire 5 ans total de conditionnel, il va faire 4 ans et des poussières. Donc encore une fois, ça pose vraiment question, puisque entre les techniques d'interrogatoire franchement limites de la capitaine et cette histoire de deal, comment est-ce qu'on peut être sûr que John Travis Johnson ait dit la vérité? D'autant plus que cette chère capitaine Penny Phelps va être démise de ses fonctions pour propos racistes dans le cadre de l'affaire Wilson. Elle a tenu des propos assez choquants à son sujet, donc elle est virée. Et ça ne s'arrête pas là. Non, puisque le 8 mars 2021, Matthew Pitcher, vous vous en souvenez, c'était le détective qui travaillait avec elle sur toute cette affaire. Eh bien, Matthew va faire une déclaration en expliquant qu'il a été extrêmement choqué par les techniques d'interrogatoire
plus que limite de sa capitaine dans toute cette affaire. Il va dire qu'elle a clairement coaché tous les témoins pour qu'ils racontent ce qu'elle voulait, qu'ils valident sa version à elle. Il va dire qu'elle a eu une attitude qu'il va qualifier de très préoccupante dans toute cette affaire, et il va même aller encore plus loin puisqu'il va expliquer sous serment que la capitaine Phelps a fabriqué des preuves et des témoignages contre Franklin Tucker parce qu'elle n'avait rien dans son dossier. Alors évidemment, en voyant tout ça, l'équipe de Franklin Tucker a demandé à ce que les charges contre lui soient abandonnées. Ça a été refusé. Il y a un autre élément chelou dans toute cette histoire, c'est que apparemment, le soir du meurtre, il y avait une voiture de police qui était garée juste en face de la cabane de Paula, et on ne sait pas pourquoi. Alors ça n'a pas été confirmé, mais ça n'a pas non plus été infirmé. Il y a quand même plusieurs éléments qui tendent à montrer que Paula Belmont était en fait une informatrice pour la police, au même titre d'ailleurs qu'Anatea Clay, la femme qui dirige un trafic de drogue localement et qui fournit Paula. Et donc en se basant là-dessus, la théorie des avocats de Tucker, c'est qu'en fait tout ça, le fond de cette histoire, c'est qu'il y avait une opération en cours qui était organisée par la police dans le cadre d'un trafic de drogue, opération qui a mal tourné puisque évidemment il n'était pas du tout prévu que quelqu'un décède au cours de tout ça, et que ils veulent pas assumer leurs responsabilités et qu'ils ont inventé une histoire pour couvrir leurs erreurs. Suite à tout ça, le procès de Franklin Tucker approche et il a annoncé sa volonté de se représenter tout seul. Alors il n'a pas viré ses avocats, il les a gardés comme conseillers, mais il sera seul au tribunal. Pourquoi il fait ce choix? Alors il a donné 2 raisons. La première, c'est qu'il a dit qu'en tant que citoyen lambda, lui il avait plus de possibilités d'action puisqu'il ne risquait pas d'être renvoyé du barreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, il n'a pas donné plus d'infos que ça. Et il a dit aussi que personne ne connaissait son dossier aussi bien que lui et qu'il estimait être la meilleure personne pour défendre son cas. Parce que Franklin Tucker a épousé Lauren Jenai, qui est la cofondatrice du CrossFit, et parce qu'il a choisi de se représenter lui-même, c'est une histoire qui a attiré au bout d'un moment une attention nationale. Et même s'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas pu être amené au procès. Par exemple, Tucker n'a absolument pas eu le droit de parler de Colin Dunn qui a été renvoyé, ni de la capitaine Phelps qui a été renvoyée, puisque c'était dans le cadre d'autres affaires, donc ça a été jugé non pertinent dans son cas à lui. Malgré tout, tous ces éléments, on en a parlé dans la presse locale et dans la presse nationale. D'autant plus que Franklin Tucker, qui est un sacré personnage, a répondu à énormément d'interviews pour plein de médias différents, le tout à chaque fois en portant un t-shirt avec écrit en gros « non coupable » dessus. Donc beaucoup d'Américains ont entendu parler de cette histoire à ce moment-là. Et pour beaucoup d'Américains, cette histoire, elle représente vraiment un combat à la David contre Goliath. C'est vraiment l'histoire de comment un citoyen lambda, qui parce qu'il était SDF et n'avait pas de moyens, s'est retrouvé à défendre son honneur et sa liberté parce qu'il a été piégé dans les griffes d'un système judiciaire corrompu. Et c'est dans cette ambiance très particulière que s'est ouvert le procès de Franklin Tyrone Tucker le 11 janvier 2024. Comme c'est généralement le cas, la théorie de l'accusation, c'est celle de la police, à savoir que Wilson, Tucker et Johnson faisaient la fête depuis des jours et des jours, ils sont arrivés à un stade où il manquait d'argent, ils ont entendu la rumeur sur Paula et ils sont allés la voler pour récupérer de l'argent et de la drogue pour pouvoir continuer à faire la fête. Qu'est-ce que va raconter l'accusation pendant le procès pour étayer cette théorie? Écoutez, pas grand-chose. Ils vont faire venir évidemment des policiers pour établir surtout la chronologie. Et puis après, en fait, il n'y a pas de nouvelles preuves contre Tyrone Tucker, donc ça va se baser surtout sur quelques points, mais qui sont pas très nombreux. Ils vont mettre en avant le fait que les 3 hommes partageaient le même squat, donc voilà, ils se connaissaient, c'est cohérent avec leur théorie. Ils vont faire venir une expert en ADN qui va expliquer que l'ADN de Franklin Tucker n'est absolument nulle part, mais que il y a des ADN étrangers qu'on n'a pas pu identifier parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc oui, on peut pas dire que son ADN est sur place, mais on peut pas dire non plus qu'il y est pas. Soit. Ils vont aussi tenter de décrédibiliser le témoignage de Paula Belmont parce que oui, c'est un délire. Mais dans ce procès, la victime a choisi de témoigner pour l'accuser, et non pas pour le procureur et pour l'accusation. Donc ils vont essayer de dire qu'elle a peut-être pas toute sa tête, que après tout elle a changé plusieurs fois de version, donc finalement elle est peut-être pas très crédible. On sait pas très bien si elle sait bien ce qu'elle raconte.
Et puis surtout, ils vont baser leur théorie sur leur grand élément maître dans cette histoire, à savoir le témoignage de John Travis Johnson. Dans son témoignage pour l'accusation, John Travis Johnson, qui est très calme à ce moment-là, explique tranquillement qu'effectivement, il faisait la fête avec Wilson et Tucker, parce qu'ils squattaient au même endroit, même il va insister quand même pas mal en disant qu'il les connaissait pas non plus très bien. C'est des connaissances, ils partagent un squat, c'est pas ses potes. Lui, il est à part. C'est comme ça qu'il va référer à lui-même, il va dire « Je suis l'outsider dans cette histoire ». Bon, c'est l'outsider, mais c'est le seul qui a de la thune, parce que c'est un ancien militaire, donc il a une pension en tant qu'ancien militaire, et puis il a fait des petits boulots et il a mis de l'argent de côté et il avait 2800 $. Il connaît pas très bien Wilson et Tucker, mais écoutez, apparemment ça ne l'a pas empêché de dépenser la totalité de son argent pour fournir tout le monde en drogue et en alcool, donc bon pote, bon coloc, Travis Johnson, très généreux apparemment. Ils financent donc leur train de vie très festif, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'argent, et là, c'est la merde, ils ont plus rien, et ils aimeraient bien continuer à faire la fête. Et il explique qu'un jour, Wilson débarque dans leur squat, et il a entendu une rumeur en traînant au Burger King du coin sur une femme qui vit dans une maison qui s'appelle la Tree House, parce que ça ressemble à une cabane dans les arbres. Elle aurait de l'argent, d'ailleurs elle a aussi de la drogue, ça tout le monde le sait parce que c'est elle qui vend à tout le quartier. Et Wilson leur dit ce serait peut-être pas mal qu'on organise un cambriolage et qu'on aille récupérer cet argent-là. Travis explique qu'il y a un pseudo-plan qui est mis en place, Wilson et Tucker vont se charger de l'attaque, lui il va juste conduire. Wilson et Tucker vont surtout récupérer l'argent parce que Wilson en a besoin. Alors non pas pour se droguer apparemment à ce moment-là, mais parce que il a son bébé qui arrive. Tucker, on sait pas très bien pourquoi il participe, la drogue, l'argent, peu importe. Et pourquoi est-ce que Travis Johnson participe? Parce que les deux autres lui ont dit « Si tu fais ça, on te paye un plein d'essence. » C'est tout. Voilà, il fait ça pour un plein d'essence. Travis explique qu'il ne connaît pas cette fameuse cabane, lui il ne connaît pas Paula, même si cette cabane en question se trouve à peu près 200-250 mètres du squat où vivent les trois hommes. Donc ils partent en voiture, ils font un premier tour pour que Wilson et Tucker lui montrent l'endroit. Ils repartent, ils retournent dans leur squat. Wilson et Tucker sortent de la voiture et Travis les attend tranquillement, prêts à repartir. Il dit que ça prend à peu près 5-10 minutes et il voit Wilson et Tucker ressortir du squat. Ils sont désormais habillés entièrement en noir. Ils ont des masques et il dit que Wilson tient dans sa main droite un tuyau et Tucker un couteau. Alors on sait que dans cette histoire il y a effectivement eu un couteau puisque Matthew Bonnet a été poignardé et qu'on a retrouvé cette arme-là. L'autre arme, suivant les témoins, c'est soit un tuyau, soit une matraque, soit un autre couteau. Donc écoutez, on ne sait pas ce qu'il en est, mais en tout cas c'est ce que raconte Travis Johnson. Pour lui, c'était une sorte de tuyau. Les deux hommes remontent dans la voiture et ils repartent tous ensemble en direction de la cabane de Paula. Et Travis dit qu'il laisse sortir ses deux complices, il bouge légèrement sa voiture, il les attend. Et puis tout à coup, il voit quelqu'un qui dévale les escaliers, c'est a priori Todd O'Quinn, qui hurle en disant « Appelez à l'aide, appelez la police ». Il voit Tucker se précipiter juste derrière lui et lui, il prend peur, il se dit « Oula, moi j'avais pas du tout compris que c'était ça le délire, je ne veux pas être mêlé à ça ». Et il se barre, voilà, il décolle. Et il rentre dans le squat en laissant donc ses deux complices sur place et c'est pour ça qu'on les voit repartir à pied sur les caméras de surveillance. Travis retourne donc au squat et très peu de temps après son arrivée, il voit débouler Tucker qui n'a plus de couteau mais qui porte un sac. Il dit que Tucker est pas très content, il est pas non plus hyper en colère, mais il lui dit « Mais pourquoi t'es parti? Tu nous as plantés, dis donc c'est pas très cool, etc. » Et Travis lui dit « Oula, moi je veux pas être mêlé à tout ça, j'avais pas bien compris l'histoire, voilà. » C'est tout. Il ne lui demande pas ce qui s'est passé. Il est un peu énervé, Travis, à ce moment-là, c'est ce qu'il dit, et il décide de se casser. Donc il part faire un tour pour s'acheter des cigarettes. Sur le chemin, il croise Wilson, qui est en train de rentrer tranquille et mille de son cambriolage. Il discute un peu, il lui demande là pour le coup ce qui s'est passé dans cette maison. Wilson lui aurait répondu « T'inquiète pas de ça ». Tu fais quoi? Je vais m'acheter des clopes. Oh tiens, je vais venir avec toi et ils vont acheter des cigarettes avant de retourner au squat. Selon Travis Johnson, ni Wilson ni Tucker n'a de sang sur ses vêtements, ce qui est un petit peu étonnant parce qu'il y en a un des deux qui vient de poignarder quelqu'un à 5 reprises, donc normalement il devrait avoir du sang sur lui.
Mais voilà, il n'y a pas d'explication qui est donnée particulièrement sur cet aspect-là. Rory Wilson et Travis Johnson vont donc acheter des cigarettes, et puis ils reviennent à leur squat où ils retrouvent Tucker, qui selon Travis est en train de vider le contenu du sac qu'il a ramené de la cabane, sac qui ne contient que des affaires personnelles qui semblent appartenir à une femme. C'est Wilson qui a l'argent du cambriolage, 250 $ en tout. Oui, c'est ça, la grosse somme d'argent que cachait Paula, 250 $, et il a aussi de la drogue sur lui, et Travis va dire que finalement c'est Tucker qui va lui donner 50 $ un petit peu plus tard pour son plein d'essence. Voilà, ce sont des hommes de parole, ils lui payent son plein avec ses 50 $, et puis et voilà, ils ont ramené du crack, donc ils vont fumer le crack ensemble et passer la soirée comme ça. Travis raconte ensuite qu'il a appelé sa petite amie parce que il dit qu'il est inquiet pour sa sécurité, il veut plus rester avec ces deux mecs dont il insiste pour dire qu'il les connaît à peine et que voilà, c'est pas ses potes, et il décide de rejoindre sa copine chez elle, elle lui a trouvé un job et il est bien décidé à remettre de l'ordre dans sa vie. Il revient au squat quelques jours plus tard pour prendre toutes ses affaires et il dit que Tucker va l'aider gentiment à remplir sa voiture pour que ça aille plus vite. Et ce n'est qu'en rentrant chez lui et en débarrassant toutes ses affaires qu'il va retrouver, quoi donc, dans son coffre, le sac qui a été volé à la cabane de Paula. Comment est-ce que ce sac s'est retrouvé dans ses affaires ? Eh bien Travis Johnson ne le sait pas, mais vous l'avez compris, il va sous-entendre que c'est très certainement Tucker qui l'a placé là, en faisant semblant de l'aider pour pouvoir se débarrasser de cette pièce à conviction. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura pour la théorie de l'accusation. Quand un accusé choisit de se représenter tout seul dans le cadre d'un procès, en général, on s'attend à une énorme catastrophe, comme on l'a très bien vu ensemble dans cette vidéo, et Franklin Tucker va surprendre tout le monde parce que il s'en est bien sorti, les gars. Franchement, pour quelqu'un qui n'est pas avocat, il a même été bon. Alors évidemment, il y a eu des ratés, il s'est fait réprimander à plusieurs reprises par le juge parce qu'il arrivait en retard. Il y a un jour où il s'est pointé au tribunal, il n'avait pas de témoin, ses témoins n'étaient pas prêts. Voilà, c'était pas un procès normal, on voit qu'il n'est pas avocat. Mais malgré tout, il s'en est bien sorti. Ça a quand même donné lieu à quelques moments cocasses, faut pas déconner, je vais vous en mettre quelques-uns dans la théorie de la défense, notamment celui-ci où il interroge la policière qui l'a arrêté. I was on shift again and I got called to assist with arresting you. Oh, thanks. Whatever. I'm not going to hold it against you. I appreciate it. Et Franklin Johnson a de bons arguments pour lui puisqu'il va le dire dès son opening statement. Il n'y a aucune preuve qui le relie à la scène de crime, et même la victime dit que c'est pas lui. Je vous l'ai dit, il y a plein de choses dont il n'a pas eu le droit de parler, notamment les abus du capitaine Phelps et de la première procureure, donc le gros enjeu pour lui, ça va être de détruire le témoignage de John Travis Johnson. Et un des premiers trucs qu'il va lui demander, c'est pourquoi il a accepté de participer à un cambriolage à main armée pour un plein d'essence. Et même John Travis Johnson reconnaît que c'est pas cohérent du tout. Mais il va lui dire, tu sais, quand on est drogué, on fait des choix qui sont pas très cohérents. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il a à dire sur ce sujet-là. Sur les images des caméras de surveillance, il y a un moment où on voit une sorte de point lumineux, et au moment de son interrogatoire par le procureur demande à Travis si c'est le phare de sa voiture, et Travis répond que oui, c'est possible que ce soit effectivement le reflet de son phare. Et quand Tucker va lui faire remarquer en lui remontrant ces images que cette lumière ne bouge pas même après son départ, et que donc est-ce que vraiment il est sûr que c'est sa voiture, Travis va s'énerver, il va se perdre complètement dans ses explications, et il va finir par dire que non, c'est pas sa voiture, et du coup, il est plus d'accord avec le procureur. Could have possibly been. I agreed because the possibility at the time looked like it could have been my reflection of my headlights, correct? Okay, but you would agree if that is your headlights that the trucks did not move. Your question doesn't make any sense, bro. This is a situation where my truck goes through, the headlights look like they're reflected off the boat. The boat obviously has a reflection from another light source, not my truck. So we can eliminate the fact that those lights on that boat are not my headlights. Okay? He did ask the question, do you think those are your headlights? It's possible they could have been a reflection, but are they? No. Travis Johnson va aussi se mélanger complètement dans les dates puisqu'il va dire qu'il est parti après la descente de police. Ceci est une descente de police. Dans le squat chez sa copine, il avait dit que c'était sûr que c'était ce jour-là. Et il se souvient pas trop des dates, mais il dit que c'était autour du 20 ou du 22 novembre. Et quand Tucker lui fait remarquer
que la descente de police elle a eu lieu le 18 et il lui demande pourquoi est-ce qu'il a attendu s'il avait si peur que ça quelques jours avant de partir chez sa copine. Il s'énerve à nouveau et il va répondre que c'est parce qu'il avait aucun endroit où aller et c'est comme ça. Est-ce que du coup il est parti le jour de la descente de police le 18 comme il l'avait affirmé au procureur ou est-ce qu'il est parti quelques jours plus tard? Écoutez, on ne le saura jamais, il n'y a jamais d'explication qui est apportée là-dessus. Franklin Tucker va repasser la vidéo de l'entretien entre Travis Johnson et la capitaine Phelps, et il va lui faire remarquer que elle raconte une histoire et qu'il a juste validé en fait. Donc il lui dit que quand même elle t'a un petit peu aiguillé sur ce qu'il fallait dire. Pas du tout, dira Travis, c'est juste que le capitaine Phelps est une excellente détective et en fait elle avait déjà tout deviné toute seule, donc elle lui a juste partagé tout ce qu'elle avait déjà deviné toute seule et coup de bol, c'était exactement mot pour mot la réalité de ce qui s'était passé, et donc c'est pour ça qu'il a juste validé, mais c'est absolument pas vrai, il n'a pas été coaché pendant cet entretien. Et puis Franklin Tyrone Tucker va lui poser la question de savoir, est-ce qu'elle t'a proposé un deal, le capitaine Phelps, pendant cet entretien? Non, répond Travis. Et elle t'a pas fait de suggestion? Elle a pas dit que si tu témoignais, il y aurait pas de problème, etc. Non, répond Travis, mais elle lui a dit ça. Did she ever say something like, I'll take care of you, or, anything like that? She said I would be safe. Safe. And safe from what? I'm not sure. Je vous l'ai dit lors de son interrogatoire pendant la phase de l'accusation, Travis a dit qu'il avait vu Tucker avec le couteau et Wilson tenir une arme, soit un tuyau, soit une matraque, on sait pas trop, dans sa main droite. Tucker va lui demander s'il sait que Wilson est gaucher, il répond que non, et il va lui dire « C'est pas un peu bizarre quand même, toi qui as été militaire en plus, t'as dû voir des tas d'hommes tenir des armes dans leurs mains, c'est pas un peu bizarre qu'un gaucher tienne son arme dans la main droite ?» Non, ça se trouve il est ambidextre. Certes, pourquoi pas. Globalement, il y a quand même pas mal de contradictions dans le témoignage de Travis Johnson entre le moment où il a été interviewé par la capitaine Phelps, le moment avec le procureur et le contre-interrogatoire de Tucker. Mais il va dire qu'il a jamais menti. En fait, il va expliquer que, oui, en fait, il y a des fois où il a pas tout à fait dit la vérité, mais c'est pas des mensonges. C'est juste que soit il avait peur, soit il était un petit peu confus. Donc oui, il a confondu des choses des fois. D'ailleurs, il confond régulièrement Wilson et Tucker, et quand Tucker va lui faire remarquer et lui dire Rory Wilson, il est noir, moi je suis blanc, comment ça se fait que tu nous aies confondus quand même, c'est un peu étonnant. Travis Johnson ne se démonte pas et répond bah oui, mais tout le monde t'appelle Tyrone, et Tyrone, normalement, c'est un nom de personne noire, donc voilà. Et puis de toute façon, ça prouve bien que je vous connais pas très bien en fait. Le témoin phare de Franklin Tyrone Tucker, c'est bien évidemment Paula Belmont. C'est la victime et elle témoigne pour l'accusé. C'est complètement improbable, donc c'est un témoignage très important pour lui, mais à ce moment-là, Paula Belmont est hospitalisée, elle est très malade, donc elle ne peut pas se déplacer au tribunal. Le juge va autoriser son témoignage via Zoom depuis son lit d'hôpital. C'est un moment qui est assez gênant parce que la pauvre Paula, on voit qu'elle est dans une souffrance terrible. Elle est en fin de vie à ce moment-là, elle est décédée ce 6 février 2024. Elle a beaucoup de mal à parler, on l'entend gémir, c'est très dur. Et le juge va finir par dire, écoutez, on va laisser cette pauvre dame tranquille, on va faire autrement. Et ils ont finalement réutilisé le témoignage de Paula, la vidéo de son témoignage dans le cadre du procès de Rory Wilson. Mais grosso modo, elle disait la même chose, elle disait que c'était pas Tucker, elle n'a pas reconnu sa voix, ce n'était pas sa corpulence, et voilà, elle maintient son positionnement là-dessus. On arrive à la fin du procès, et au temps des closing arguments. Ce que va dire Tucker, c'est que oui, certes, il y a des images sur les caméras de surveillance du quartier de la voiture de Travis Johnson, le soir de l'attaque contre Paula, mais on ne peut absolument pas voir à l'intérieur de la voiture, donc on ne peut pas savoir en réalité s'il y a un chauffeur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve qu'il y avait 3 hommes ce soir-là? En vrai, rien du tout. Et si ça se trouve, l'autre attaquant, c'est simplement Travis Johnson. Bien sûr, dit-il, que Travis Johnson est capable de raconter un récit cohérent de ce qui s'est passé ce soir-là. Il était là. Évidemment qu'il sait ce qui s'est passé. Mais en aucun cas, ça ne prouve que Tucker était présent lui aussi. L'accusation n'a pas réussi à le placer sur les lieux du crime. Il y a son ADN nulle part. Personne dans cette affaire ne le cite spontanément. Tous les gens qui ont fini par le citer,
c'est à partir du moment où la capitaine Phelps a commencé à suggérer son nom. Avant ça, personne ne parle de lui. Paula a dit à de multiples reprises à la police que pour elle, le fond de cette histoire, c'est que cette attaque avait été orchestrée par Anatea Clay, qui est la personne qui lui fournissait sa drogue, et pourtant, Anatea n'a absolument jamais été considérée comme suspecte, elle n'a même pas été interrogée par la police. Oui, Paula, elle s'est un petit peu mélangé les pinceaux de temps en temps, mais en réalité, depuis le début, elle a dit que c'était pas Tucker. C'est juste que la police l'a tellement pas écoutée et a tellement insisté en lui disant que si c'était bien lui, qu'il y a des moments, elle était un peu perdue et elle disait « Ah bon, ok, peut-être, quand même ça m'étonne, etc. » Mais en réalité, elle a pas tellement changé de version. Et puis Tucker va s'adresser aux jurés et leur dire « Peut-être que vous m'aimez pas, peut-être que vous n'aimez pas ma façon de vivre, mais ça ne fait pas de moi un coupable. » Ne me croyez pas moi, ne croyez pas le procureur, regardez les faits, il n'y a pas de faits, il n'y a rien qui me relie à ce crime. Travis a menti parce qu'il a échangé sa vie contre la mienne, il est passé d'une sentence de prison à vie à 5 ans de conditionnel, évidemment qu'il a dit tout ce que la police voulait entendre, qui ne l'aurait pas fait à sa place. Mais il n'y a personne pour corroborer son témoignage, même le coup des affaires que j'aurais placées dans sa voiture, il n'y a personne qui m'a vu soi-disant l'aider à enlever ses affaires. Il n'y a rien qui me relie à cette scène de crime et il n'y a rien ni personne qui permet de valider le témoignage de Travis Johnson. Du côté de l'accusation, étant donné que tout ce qu'ils ont dans leur dossier c'est le témoignage de Travis Johnson, écoutez, ils ont tout misé là-dessus. Le procureur a vraiment passé, je crois que son closing argument dure 45 minutes, et il a utilisé tout ce temps pour dire pourquoi le témoignage de John Travis Johnson était crédible. Il est même allé jusqu'à faire un PowerPoint, j'allais dire un joli PowerPoint, c'est pas vrai, il est très moche, mais un PowerPoint avec des slides décrivant point par point pourquoi ce témoignage était crédible et devait être cru. Et puis il va redire qu'après tout, c'est tout à fait possible que Tucker ait touché ce couteau sans y laisser son ADN et que on ne sait pas qui a tué Matthew Bonnett, et peut-être que c'est Tucker, que Tucker est un menteur et un manipulateur de très haut niveau, et qu'il faut croire ce que nous raconte Travis Johnson. Il va aussi dire que 4 jours après l'attaque, Paula a croisé Tucker au McDo, et que Tucker lui a dit qu'ils avaient retrouvé le couteau. Paula lui a répondu « Ah bah cool, ça va être mon sang dessus, donc ils vont pouvoir relier tout ça et comprendre un peu ce qui s'est passé. » Franklin Tucker lui a répondu « Non, ce sera le sang de Matt. » Comment pouvait-il avoir cette information s'il n'avait pas participé à cette attaque ? Nous dit le procureur. L'information sur à qui appartenait ce sang n'a été révélée au grand public que bien des mois plus tard. Petite parenthèse, c'est un point sur lequel Tucker avait déjà répondu. Il sortait à ce moment-là de longues heures d'interrogatoire avec la police, et en fait il avait effectivement ces infos parce que c'est la police qui les lui avait données. Et puis le procureur va conclure son closing en redisant que Paula... Elle a raconté un peu des trucs dans tous les sens, qu'elle a changé de version, qu'au début elle disait qu'elle ne pouvait pas identifier l'autre attaquant parce qu'il était masqué, et qu'elle est passée de ça à dire que non, c'était pas Tucker. Et qu'est-ce qui a changé entre les deux versions, nous dit le procureur ? Eh bien, bizarrement, Paula est devenue amie sur Facebook avec Lauren, la femme de Tucker, et on sait qu'elles échangent via Messenger plusieurs fois par jour. Il va aussi nous dire que Paula, qui était SDF aussi, elle vivait dans cette cabane, mais en réalité c'est vraiment un squat, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Eh bien, bizarrement, elle est passée de ça à faire un voyage en Californie ces derniers mois, et il va sous-entendre que ce voyage a été payé par Lauren, la femme de Tucker, et il va pas le dire clairement, mais il va très fortement sous-entendre qu'en réalité, Lauren et Tucker ont acheté le témoignage de Paula, et il termine comme ça. Voilà pour les éléments de toute cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez à votre avis ? Est-ce que Franklin Tucker est coupable ou pas ? À votre avis, qu'a décidé le jury ? Après 5 heures de délibération, les membres du jury ont appelé le juge pour l'informer du fait qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Or, aux États-Unis, il est impératif que tous les membres d'un jury aient un verdict unanime. Donc le juge va leur redonner quelques instructions et leur demander de bien vouloir reprendre leur délibération. Et puis 1 heure plus tard, les jurés rappellent le juge et le verdict, le voici.
Judge Jones, we cannot come to a unanimous decision as to a verdict. Thank you, foreperson. If you all can't reach a unanimous verdict, then I accept that fact. I'm going to declare this case a mistrial. Qu'est-ce que c'est qu'un mistrial ? Eh bien, c'est tout simplement une annulation de procès. En fait, quand les membres d'un jury n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va considérer que ni l'accusation ni la défense n'a fait un assez bon boulot, et donc, on annule le procès tout simplement. Des mistrials, il y en a régulièrement aux États-Unis, mais pas dans les cas où l'accusé se représente lui-même. C'est excessivement rare. En général, ça les dessert, on l'avait vu. Et ils sont reconnus coupables, et ils ont même souvent des peines bien plus importantes que s'ils avaient pris un avocat. Et dans ce cas-là, c'est d'autant plus fou qu'on a appris depuis que sur les 12 jurés, 11 voulaient condamner Tucker, et il n'y a qu'un seul juré qui a dit non, pour moi le mec est pas coupable, je refuse de dire qu'il l'est et de l'envoyer en prison. Complètement fou, l'histoire est dingue jusque dans le verdict. Normalement, ce qui se passe dans un cas comme ça, c'est que l'accusation va prendre le temps de réfléchir un petit peu et de dire si oui ou non ils vont refaire un procès avec un nouveau jury. Et dans ce cas précis, l'accusation a déjà dit qu'ils allaient recommencer, repoursuivre, ce qui est un petit peu étonnant parce que leur dossier est vraiment très léger. Les procès, ça coûte très cher, c'est de l'argent public, s'ils sont pas sûrs de pouvoir vraiment reconvaincre un jury, normalement ils n'y vont pas. Donc c'est un petit peu étonnant, on verra si c'est effectivement ce qui arrive, d'autant que, parce que oui, les rebondissements continuent dans cette affaire, une semaine après le verdict, le juge s'est récusé. Ça veut dire qu'il a dit qu'il se retirait de cette affaire, il ne veut plus la juger. Il n'a pas donné d'explication particulière, il a juste dit qu'il se sentait plus qualifié en fait pour juger cette affaire. Je pense personnellement qu'il avait simplement pas envie de se retaper un procès avec Franklin Tucker qui se défend lui-même, parce que même si oui, Franklin Tucker, il s'en est franchement super bien sorti, ça reste quelqu'un qui n'est pas avocat. Et ça s'est vraiment ressenti dans le procès, ça a été hyper long, normalement le procès n'aurait jamais dû durer aussi longtemps, là on était sur 9-10 jours, franchement ça aurait dû être plié en 5-6 jours grand maximum. Normalement en fait dans un procès comme ça, quand l'accusé se représente lui-même, c'est des gens qui ont tendance à faire des objections dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi, et là je pense que Franklin Tucker il voulait vraiment pas tomber là-dedans, mais du coup il a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des tas de moments où il aurait dû faire une objection, il l'a pas faite, donc le juge a dû voler un petit peu à son secours par moment, parce que le procureur a clairement très largement profité du fait qu'il avait pas un avocat en face. Il y a des moments où franchement, dès le début du procès, dès que Franklin Tucker a lancé son opening statement, au bout de quelques minutes, le procureur a fait une objection qui franchement... On sentait que c'était juste pour le faire chier, le déstabiliser, et ça a été ça pendant tout le procès. Il y a des gens qui ont trouvé que Franklin Tucker était arrogant et qu'il était détestable, mais le procureur n'a pas fait l'unanimité non plus. Globalement, il est vraiment passé pour un sale con, il n'y a pas d'autre mot. Donc le juge a été obligé en fait de jouer un peu les médiateurs entre les deux, parfois d'intervenir parce que l'accusation allait trop loin et que Tucker ne faisait pas d'objection. Il y a des moments où il y a eu des grands moments de discussion en fait où Tucker disait voilà, j'aimerais amener telle preuve. Ah oui, mais monsieur Tucker, est-ce que vous comprenez que si vous faites ça, vous allez ouvrir la porte à l'accusation sur telle chose et telle chose. Donc en fait, il s'est retrouvé à être conseillé et il a été super. Franchement, moi je l'ai trouvé génial. Le juge, il était hyper patient, il a vraiment pris le temps, il est resté hyper professionnel. Mais il y a des moments, je vous jure les gars, on voit que le mec, il est au bout de sa vie, il en peut plus. Je pense que c'était très très laborieux et je pense que ce sont des procès qui sont toujours extrêmement fatigants pour des juges et je comprends totalement qu'il ait pas envie de se retaper ça en fait, tout simplement. En tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça pour Franklin Tucker, c'est qu'il y a un nouveau juge qui va être désigné pour cette affaire, et il a déjà dit que dès qu'il aurait le nom de ce juge, il allait faire une demande pour que les charges contre lui soient abandonnées. Et honnêtement, vu la faiblesse du dossier de l'accusation, et encore une fois, un procès, ça coûte extrêmement cher aux contribuables américains, je pense qu'il a de bonnes chances d'obtenir l'abandon des charges. Donc voilà, peut-être que je me trompe, affaire à suivre, mais on verra bien s'il y a un deuxième procès ou pas. Moi je parie sur non, mais l'avenir nous le dira. Je pense personnellement que même si Tucker a été vraiment bon
pour quelqu'un qui n'est pas avocat, il n'a pas été aussi bon, évidemment, qu'un avocat, et que s'il n'avait pas choisi de se représenter lui-même, honnêtement, je pense qu'il aurait été reconnu non coupable. Je pense personnellement qu'il est innocent, même en admettant qu'il ait été présent pendant l'attaque. Pour moi, c'est pas lui qui tenait le couteau, c'est pas lui qui a agressé qui que ce soit. Enfin, ça me paraît vraiment délirant que l'ADN de Wilson soit sur ce couteau que, soi-disant, il aurait jamais touché, si on en croit les témoignages, et que celui de Tucker, qui aurait poignardé quelqu'un 5 fois, n'y soit pas. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Je pense vraiment que la police n'avait aucune piste, qu'ils ont voulu le coincer lui. Et écoutez, je lui souhaite que les charges soient abandonnées, qu'il n'y ait pas de deuxième procès, qu'il puisse porter plainte contre l'État de Floride pour les 2 ans qu'il a passé en prison, touché full moula. Et puis, je vous l'ai dit dans l'introduction, l'histoire, elle est tellement folle que vraiment beaucoup de gens pensent que ça va devenir un film, et donc il y a de bonnes chances pour qu'il puisse vendre les droits de son histoire à un studio, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, et voilà, je lui souhaite de se faire full tunasse de ce côté-là aussi, et de profiter tranquillement du reste de sa vie auprès de sa femme sous un cocotier. Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, il y a des gens qui ont détesté Franklin Tucker, qui pensent qu'il est coupable, que c'est un menteur, un manipulateur, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie d'en débattre avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et pourquoi pas à partager la chaîne ou cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.